Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine une réflexion autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e épisode. Je continue ma petite série d'entrepreneuses. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de délégation puisque ça fait maintenant, non pas 3 ans, mais presque que je travaille avec une freelance. Alors qui était initialement stagiaire, mais bref. Je vais recontextualiser tout ça. Alors je sais que c'est très à la mode d'être solopreneur, etc. Cependant, aujourd'hui, même si je suis la plupart du temps seule, je trouve que c'est hyper positif de s'entourer sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément les meilleurs, d'autres personnes qui, eux, en font leur expertise. Et c'est le cas pour ma part sur un sujet bien spécifique qui est le design. Alors même si je prends des cours régulièrement sur Domestika, ce n'est pas là où je suis la meilleure. Et j'ai donc Léna, coucou à toi si tu écoutes le podcast, qui travaille avec moi depuis 3 ans sur cette partie vraiment focus design. Alors, je vais revenir d'abord sur le contexte, ensuite un peu l'élément perturbateur, on va dire, qui m'a amené à faire ce podcast. En fait, pour tout vous dire, on a failli arrêter de travailler ensemble à un moment parce que je sentais bien que ça n'allait pas et je pense qu'elle l'a senti aussi. Et donc, on a été toutes les deux face à une discussion où il a fallu qu'on repose les bases pour repartir sur une nouvelle collaboration qui aujourd'hui se passe extrêmement bien. Donc on en est toutes les deux, je pense, sorties grandies. Peut-être qu'elle vous dira dans les commentaires. Non, on n'est pas sur YouTube, meuf, il n'y a pas de commentaires. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vous partage un peu mon expérience sur le sujet et aussi tous les conseils que je me donnerais à moi-même si aujourd'hui j'étais amenée à déléguer une seconde partie, puisque je crois que c'est ce qui va arriver très bientôt, puisque là j'ai des nouveaux projets qui arrivent et que j'ai envie de m'entourer d'autres personnes. Donc voilà, ce sont les conseils que je vais m'appliquer à moi-même dans les prochains mois et c'était peut-être bien de les poser aujourd'hui. Alors dans ma vie personnelle, en fait, il se trouve que je fais du volleyball depuis très longtemps maintenant. Et Léna, il fut un temps où j'étais coach, je l'ai coachée pendant 3 ans au volleyball. Et en fait, on s'entendait plutôt très bien et est arrivé un moment où elle est même montée dans l'équipe des adultes avec moi. Et donc on est devenues presque copines. Elle a quand même 10 ans de moins que moi. 10 ans de moins que moi, non peut-être pas, 7 ans de moins que moi. J'oublie qu'elle est si jeune. Donc elle a 20 ans. C'est ça, Léna, tu me corrigeras si c'est faux. Elle a 20 ans et moi j'en ai du coup 27, bientôt 28, oui. Et donc Léna, elle cherchait un stage et à ce moment-là, c'était le confinement. Et donc les entreprises ne prenaient plus aussi facilement de stagiaires. Elle, en vrai, ça la chauffait bien de venir travailler pour Bref Futur. Ça faisait un moment qu'elle me voyait, enfin qu'on en parlait pendant les cours de volley. Et donc je lui ai dit, bah vas-y, on fait un call, on en parle. En vrai, c'était plus pour poser les bases sur quelles étaient ses attentes et puis moi, qu'est-ce que je pouvais lui faire en fait, pour voir si ça correspondait un peu aux attendus de l'école. Et il se trouve que moi, j'avais vraiment beaucoup besoin de design. À l'époque, j'avais pas de site internet très très clean, j'avais pas même de bannière YouTube. Elle a même fait une petite intro pour les vidéos, c'était plutôt très très cool. Et elle m'a accompagnée en fait pendant 3 mois durant un stage qui s'est extrêmement bien passé. Pendant le confinement du coup, elle venait quand même en présentiel. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi ? En fait, elle habitait très très près de chez moi. Elle était confinée uniquement avec sa maman. Moi, j'étais confinée seule. Ça lui faisait du bien de venir. Alors, je sais qu'elle aurait carrément pu faire ça à distance. Mais je dois reconnaître que pour un stage, quand c'est parmi tes premières expériences professionnelles et que du coup, là, j'avais pas mal de choses à lui apprendre rien que sur comment on fonctionne en fait dans le monde professionnelle, on va dire, et même sur le suivi au quotidien. En fait, je ne pouvais pas la lâcher dans la nature. C'était quand même très agréable de pouvoir être en présentiel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en présentiel. C'est pour ça que je tiens à en parler de ce truc distanciel, présentiel, parce qu'aujourd'hui, c'est plus un besoin qu'on a de travailler ensemble. On le fait de temps en temps en mode... je sais pas, une journée tous les 2-3 mois pour se faire un point, on va dire déjà parce qu'on aime bien être ensemble et puis aussi parce que j'ai envie parfois de la faire monter en compétence sur certains sujets, mais on en reparlera juste après. Mais à l'époque, du coup, c'était en présentiel, elle venait chaque jour et donc ça s'est vraiment extrêmement bien passé tout simplement parce que moi j'étais full-time sur Bref Futur à ce moment-là, je pouvais vraiment l'encadrer comme il se doit puisqu'un stagiaire n'est pas là pour faire les tâches d'un CDI qui a déjà toutes les connaissances. Et donc, en fait, ça s'est super bien passé. Elle a même fait plus
que ce qui était attendu par son école dans ce stage, puisqu'elle a même participé, elle a été face cam dans une vidéo pour la première fois. C'est pas simple d'apparaître sur YouTube d'ailleurs, parce que si vous allez voir ma chaîne YouTube Brave Future, vous retrouverez des vidéos où il y a Léna dedans. Et elle adorait ça, elle adorait YouTube, donc forcément elle était très contente de pouvoir faire ça aussi. Et c'est elle surtout qui a pris en main le sujet d'Instagram, de l'Instagram de Brave Future à l'époque, qui était quasiment inexistant. J'avais fait 10 posts pour dire que, mais je connaissais quasiment pas la plateforme à titre personnel, je consommais très peu de contenu sur Instagram. C'est presque elle qui m'a appris Instagram, et on a toujours fonctionné de cette façon, c'est-à-dire que elle m'expliquait un peu ce que ma cible attendait, puisque n'oublions pas, elle était ma cible, mais aussi les règles de design. Genre par exemple, moi j'écrivais un contenu et elle me disait non mais Claire, tu ne peux pas du tout mettre autant de texte dans un carrousel. Ça c'était la remarque qu'elle me faisait très souvent et qu'elle me fait encore, même si j'ai progressé là-dessus. Et donc on a toujours fonctionné comme ça, elle écrivait les contenus et elle les mettait en forme. Donc c'était globalement les sujets sur lesquels elle revenait, donc les thématiques de design pour Instagram, les bannières pour YouTube, les petits assets pour le site web pour Brave Future, bref, toutes les petites tâches de design qu'on peut trouver dans une boîte qui naît pour une créatrice de contenu, quoi. Lorsque son stage s'est terminé, bien logiquement, il a fallu que je reprenne en main toutes les tâches qu'elle réalisait, donc ça va, je savais faire. Simplement, la question n'était pas forcément là, la question était aussi de trouver le temps de le faire. Et donc j'avais totalement conscience, même avant qu'elle parte, que son départ allait être compliqué pour moi. Parce que je me rendais bien compte que j'avais vraiment besoin d'elle au quotidien pour réussir à faire face à toute cette création de contenu qui était quand même très conséquente. Donc dans un premier temps, j'ai très clairement vraiment réduit mon rythme et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas ok avec ça, j'avais vraiment envie de continuer et donc en discutant avec elle, en fait, c'est comme ça qu'elle est devenue du coup freelance puisqu'elle avait déjà une auto-entreprise en plus pour d'autres petits jobs étudiants qu'elle faisait à côté et elle était totalement motivée à travailler 5 heures par semaine pour Brave Future et donc c'est comme ça que s'est mis en place un peu une routine où elle travaillait donc pour Brave Future sur de la création de contenu. Simplement à l'époque c'était très très peu cadré, à ce moment-là sans même s'en rendre compte on est passé sur du full distanciel tout simplement parce que moi j'avais repris des missions freelance en présentiel, elle avait repris les cours, on n'était plus dans un cadre de stage où il y avait des horaires à appliquer. J'ai pris conscience à ce moment-là lorsqu'elle est passée donc en distanciel que le présentiel nous apportait quand même un certain cadre. En fait ça nous apportait une fluidité naturelle dans nos échanges et dans notre collaboration, c'est-à-dire que quand on travaillait ensemble, en fait c'était super simple de me dire Claire là j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider sur ce truc, je peux pas avancer sur tel truc, et donc en fait de cette façon la priorisation des tâches était bien plus simple, mais là en fait on n'avait pas le choix, la vie faisait que il fallait qu'on soit en distanciel et il fallait que j'arrive, moi, à prendre la responsabilité de remettre du cadre dans tout ça pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble, puisque est arrivé réellement un moment où en fait, moi-même n'ayant pas réagi, j'ai senti qu'elle était totalement démotivée et qu'elle n'avait plus forcément envie de travailler parce qu'en fait, je pense qu'elle était perdue. Je pense qu'elle-même ne savait pas quoi faire puisque moi-même, je ne savais pas quoi lui faire faire concrètement puisque je me penchais pas assez sur le sujet. Honnêtement, je n'accordais pas assez d'importance au temps de préparation que cela nécessitait de la faire travailler en fait. Faut pas croire que recruter un freelance c'est juste tout déléguer, il faut bien déléguer et pour ça nécessite nécessairement de la préparation. En plus en vrai, il faut prendre conscience que c'est un investissement financier donc c'est logique en tant que, on va dire, chef d'entreprise junior, d'y accorder du temps. En fait, c'est pas juste elle va faire les choses à ta place, il faut réellement mettre un cadre. Et donc est arrivé un moment où il a fallu moi que je prenne la responsabilité de lui demander qu'on prenne un moment pour discuter toutes les deux et qu'on voit en fait où on voulait aller toutes les deux. Parce que vraiment, à ce moment-là, je m'inquiétais, je me suis dit, si ça se trouve, on va devoir arrêter notre collaboration. Personnellement, je n'en avais pas du tout envie. Et je savais que c'était vraiment pour moi le moment de me remettre en question pour nous permettre de repartir en fait sur des bases saines et solides. Donc je vais vous partager réellement ce dont on a parlé à ce moment-là parce que je pense que ça pourra potentiellement vous aider si vous avez ce genre de discussion un jour à réaliser avec quelqu'un. Donc moi, mon objectif durant ce point, c'était de savoir quelles étaient ses envies et est-ce qu'elle avait toujours envie de travailler pour Brave Future ou pas.
Donc ce que je lui ai dit c'est écoute, je sais qu'on a une relation qui est quand même particulière parce qu'on était quand même copines du coup, enfin moi je la considérais comme une copine avant de travailler ensemble, on a beaucoup aimé travailler ensemble, ça c'était une certitude. Et donc je lui ai dit vraiment, il faut pas que tu vois ça comme une rupture si tu n'as plus envie de travailler avec moi, même si c'est juste sur le moment, parce que peut-être que t'as d'autres priorités à ce moment-là, je sais pas, t'as des voyages avec des copines, t'as d'autres missions en attendant, enfin c'est carrément possible. Il faut pas que t'aies peur de me dire que en ce moment, bah on peut pas travailler ensemble et que ça veut pas dire qu'on arrêtera de travailler ensemble pour toujours, mais il faut pas que t'aies peur de me dire lorsque tu veux arrêter. Donc ça c'est la première chose que je lui ai dit parce que je sentais en fait que là on était face à une impasse qui était que peut-être que le personnel de notre relation de travail avait fait qu'elle aurait peut-être peur de rompre la collaboration, peut-être qu'elle aurait peur de me mettre dans la merde entre guillemets, alors qu'en vrai non en fait même si j'adore travailler avec elle, je lui en voudrais jamais si elle a envie de partir en fait. Il y a tout le monde à un moment a envie de faire autre chose et c'est ok. Donc j'ai commencé par lui poser ça et là, c'est là que je me suis dit putain elle est vraiment mature pour son âge. Elle m'a remerciée et elle m'a dit écoute franchement je suis trop contente que tu me dises ça. Aujourd'hui non j'ai toujours très envie de travailler avec toi mais ça me fait du bien que tu me le dises parce que le jour où j'aurai plus envie au moins j'arriverai à le verbaliser. Donc c'était trop cool et je te le répète Lina, si t'as toujours envie d'arrêter tu as le droit. Et c'est ok et je suis prête et juste moi j'adore travailler avec toi donc voilà je te le dis. Et donc suite à ça, je lui ai dit, pour autant, en ce moment, on voit bien que c'est complexe de travailler ensemble, donc ce que je te propose, c'est que moi, je prenne le temps de réellement tout recadrer. Donc on travaille sur Notion, donc je lui ai dit ce que je vais faire, c'est que je vais te créer une page sur Notion qui sera que pour toi, où il y aura vraiment genre toutes tes tâches à faire, tout sera cadré avec un planning, tu sauras exactement quel type de contenu créer, et on prendra le temps de rediscuter de la stratégie. Donc la stratégie pour elle, elle sait tout le temps où on va en termes de business, c'est-à-dire en termes de vente, quels sont les objectifs, etc. Mais elle, sa stratégie, c'est vraiment les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce côté stratégique dont on parle ensemble. Et donc, je lui ai expliqué que là, ma problématique, c'était de pouvoir réaliser plus de réels sur Instagram et de pouvoir les publier également sur TikTok et YouTube Short. Et je lui ai dit en plus, Léna, t'es tellement chaude en TikTok parce que c'est vraiment son réseau social de prédilection, je pense. Elle m'a dit, elle y passe minimum 1 heure par jour. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça. Moi, pas. Moi, j'ai du mal avec TikTok. Mais elle adore TikTok, tu vois. Donc elle pouvait vraiment m'aider là-dessus. Et donc je lui ai dit, en gros ce que j'attends de toi, c'est que chaque semaine, tu me listes 2 trends de TikTok à réaliser pour que je puisse moi derrière les filmer puis les publier sur les différentes plateformes. Et moi de mon côté, je vais écrire des scénarios, des scripts de réel face cam. Et toi ton travail ce sera de les monter. Voilà. Donc ça c'était pour la partie réel / TikTok / YouTube Shorts. Et je lui ai dit, à côté il y a toujours un post Instagram par semaine et un carrousel par semaine. Et donc le post et le carrousel, évidemment tu peux comme d'habitude, parce qu'on avait l'habitude de fonctionner comme ça, être force de proposition sur les sujets que tu veux aborder. On brainstormera régulièrement sur les potentiels sujets, mais tu seras totalement chargé du design et je vais te créer tout un espace, on travaille sur Figma, sur lequel on retrouvera tous les designs. Donc 2 outils, Figma pour les designs, Notion pour le calendrier éditorial avec tous les posts à réaliser, etc. Et derrière, on échange soit par Slack, en vrai je sais que c'est compliqué d'avoir un Slack quand on est très très peu, donc souvent en vrai on échange plutôt sur WhatsApp. Voilà, ça marche aussi. Et donc l'objectif, c'est que chaque semaine, on crée donc 6 contenus. Donc si vous avez bien compté, on en est à 4 réels, un carrousel et un post simple sur Instagram, donc 6 contenus qui seront à publier pas pour la semaine d'après mais pour la semaine encore après pour permettre de pouvoir faire quelques corrections s'il y en a. Et on fera un point hebdomadaire toutes les semaines à la même heure où on fera le point sur les différents contenus, tu me présenteras les contenus que tu as créés et puis moi je te partagerai peut-être des évolutions stratégiques, on gardera les chiffres, l'évolution des statistiques, etc. Et en fait, le fait de mettre ça en place, ça a juste révolutionner, j'ai envie de dire, notre collaboration. Tout simplement parce que je crois que ça y est, je suis devenue grande en termes de management. En tout cas, je suis montée d'une marche et j'ai réussi à répondre à ses besoins parce que du coup, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que à ce moment-là, je lui ai aussi demandé quels sont tes besoins à toi. Et en fait, c'est le premier conseil que je lui donnais après, donc c'est hyper important. Je lui ai demandé quels étaient ses besoins et ses attentes par rapport à moi pour qu'on puisse travailler de la meilleure façon possible. Et elle m'a dit que clairement, elle avait besoin de cadre et que oui, pour elle, c'était vraiment nécessaire qu'on prenne 30 à 40 minutes par semaine
pour discuter à la fois de la pluie et du beau temps, et aussi discuter évidemment des contenus. Mais il y a toujours, en vrai, c'est hyper important, je pense, dans n'importe quelle relation, de jamais oublier que c'est de l'humain avant tout. Si on commence la réunion juste en rentrant dans le vif du sujet, sans dire bonjour et tout, ouais, ne pas oublier que c'est des humains avant tout. Je pense qu'on a beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre, et c'est vrai que naturellement, on commence toujours un échange en prenant des nouvelles de l'autre, quoi. Et c'est normal, et c'est cool, et en plus on a toujours plein de choses à se raconter, parce que le volet, quoi. Depuis, donc là ça fait 6 mois à peu près, non peut-être pas, là ça fait vraiment 4 mois qu'on a mis en place cette routine et que ça se passe extrêmement bien. Vraiment, il y a de temps en temps quelques petits couacs, des tout petits trucs, et en fait ce qu'on fait c'est qu'on désamorce tout de suite. À chaque fois que je vois qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, en fait au point hebdo de la semaine d'après, on en parle et on améliore. Donc par exemple, dans le Notion, on a différents statuts pour chaque post. Donc si je vous les partage, attendez, je vais ouvrir le Notion pour que je vous les partage, comme ça vous aurez vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de statuts maintenant. Au début on avait 4 statuts, c'était en création, en correction, à corriger, publier. Et maintenant, du coup, on a en création, donc quand Léna a créé le post, donc c'est le premier statut, dès que la page est créée. En correction, qui est donc quand elle l'a terminé et que moi je dois lui faire mes retours. À corriger, c'est donc le statut que je mets quand moi j'ai fait mes corrections et qu'elle est en train de faire les corrections à partir de mes retours. Ensuite, sous-titres en cours pour les réels, puisque c'est elle qui fait les sous-titres. Tournage en cours, c'est moi quand je fais les réels trends. Prêt à être publié, c'est quand c'est prêt à être publié, mais que on ne peut pas encore mettre les réels, etc. sur les applications permettant de la publication automatique. Et publier, c'est quand c'est publié ou que c'est planifié. Voilà. Et donc ces statuts-là, en fait, sous-titres en cours, par exemple, on l'a rajouté il y a pas longtemps parce que, il y a eu un couac à un moment, il y a un réel qui est passé à la trappe, on a oublié de faire les sous-titres, c'est relou. Donc, on a rajouté le statut, comme ça, on sait, on ne se perd plus. Et donc, le fait d'avoir processé et de continuer à faire évoluer ce process en fonction des difficultés qu'on rencontre, ça fait qu'aujourd'hui, on a vraiment créé une méthode de fonctionnement ensemble sur mesure. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à trouver avec chaque personne. Et je pense qu'il n'y a aucune règle pour ça, même si, je pense qu'il y a des grandes lignes. Je pense qu'en fait, ça dépend des besoins des deux personnes, du manager et de la personne qui exécute. Donc, c'est plutôt important dans une collaboration que les deux soient hyper à l'écoute du besoin de l'autre pour justement créer ce process. Donc, j'ai listé 4 conseils que je me donnerais à moi-même ou que je donnerais à toutes les personnes qui souhaitent déléguer une partie de leur travail. Le premier conseil que je donnerais, qui est pour moi un prérequis et qui me paraissait évident et on n'en a pas parlé jusque-là, c'est qu'il ne faut jamais déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Alors, je dis pas qu'il faut devenir expert, mais je pense que c'est hyper important, par exemple, si on délègue un montage vidéo, d'en avoir fait au moins un. Ça permet tout simplement de se rendre compte de la quantité de travail que l'on demande à l'autre. Par exemple, quand j'ai demandé à Léna de faire les sous-titres, on a utilisé un nouvel outil qui s'appelle CapCut, pour ceux qui veulent le conseil. Pour sous-titrer, c'est réel, c'est plutôt pratique. Je ne l'avais jamais utilisé, je lui ai demandé directement de faire les sous-titres, pour autant j'ai pris le temps d'en prendre quelques-uns des réels et de les sous-titrer pour m'assurer du temps que ça prend, pour voir si ça rentre dans les 5 heures de travail par semaine qu'elle me fait en fait, pour vérifier que c'était ok. Et régulièrement je lui demande, t'es contente de l'outil, etc. parce que je l'ai pas assez utilisé, donc dis-moi. Donc ça, première chose vraiment hyper importante, ne jamais déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Moi, pendant 1 an, il y a eu un moment où on n'a pas travaillé ensemble pour plein de raisons. Elle était en stage à l'étranger en fait, c'était pour ça. Pendant 1 an quasiment, on n'a pas travaillé ensemble sur Instagram et je l'ai continué quand même l'Instagram. Je créais des carousels et des posts toutes les semaines, donc je sais faire, ça va, je ne suis pas totalement perdue. Et même les designs aujourd'hui, c'est même moi qui lui ai donné plein de conseils et tout, parce que oui, en plus, non seulement pendant 1 an j'ai pris en main les choses, mais je me suis formée aussi. Donc on s'auto-forme mutuellement aussi, parce que elle a la théorie et la pratique de l'école, moi, on va dire du terrain et des trucs que j'apprends sur internet. Donc ça se complète plutôt bien et on s'y retrouve plutôt bien. Je pense que ça a un autre énorme avantage de savoir faire par soi-même avant de déléguer, c'est que ça permet de gagner en empathie. Parce qu'en fait, quand la personne elle vient te voir avec telle ou telle difficulté technique, si tu n'y as jamais touché, tu ne te rends pas forcément compte des difficultés que tu pourrais rencontrer. Alors qu'en vrai, la personne, dans bien des cas, elle essaye pas de te rouler, hein. Elle est vraiment en difficulté, elle est vraiment en galère, et donc ça aide
d'avoir déjà touché et potentiellement en plus, moi je sais qu'avant j'étais aussi en charge d'une équipe dans un autre job. Je faisais beaucoup ça, de prendre le temps avec la personne, même si j'étais pas experte, de comprendre son problème pour réfléchir avec elle. Et en fait, parfois même rarement c'était moi qui trouvais la solution, mais le fait que la personne m'explique le problème et que je la challenge sur les solutions qu'elle a potentiellement déjà essayées, et là en fait c'était du dev donc ça n'a rien à voir, mais ça s'applique à tout en fait, eh bien ça l'aidait en fait à avoir une autre perspective sur le problème potentiellement qu'elle pouvait rencontrer. Donc vraiment, on ne délègue pas ce qu'on ne sait pas faire soi-même, c'est je pense le premier conseil que je donnerais. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de régulièrement questionner les besoins de l'autre. Parce que les besoins de l'autre vont potentiellement évoluer. Et que moi, quand j'ai débuté en tant que manager naïve, j'avais tendance à penser que mes besoins, c'était ceux que tout le monde pouvait avoir. Typiquement, moi, j'ai un grand besoin de liberté. J'avais besoin qu'on me fasse confiance. Et donc, quand j'ai donné cette liberté à Léna en lui disant « Je te fais confiance, je te paye tant pour faire tant de postes », pour elle, c'était plus un « débrouille-toi, je te lâche ». C'était pas du tout ce qu'elle attendait. Moi, où là, j'aurais vu un champ des possibles énorme, une carte blanche énorme, elle, j'ai bien senti qu'elle avait un grand besoin de cadre. Et fun fact, je ne suis pas comme la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens ont plutôt besoin de cadre, sinon il n'y aurait pas autant de salariés vs d'entrepreneurs en fait. Et donc, là, je me suis pris une claque et aujourd'hui, du coup, dès que je travaille avec quelqu'un, j'essaye le plus possible de questionner ses besoins et de challenger toutes les hypothèses que j'ai pu faire. Parce que bien souvent, j'en fais beaucoup trop et je pense que c'est humain de croire que les autres fonctionnent comme nous, alors que ce n'est pas vrai du tout. Troisième conseil, s'assurer qu'on mette vraiment la personne dans les meilleures conditions de succès possibles. Pour ça, il est hyper important de se re-questionner pourquoi je l'ai recrutée, pourquoi je la fais travailler. Je fais travailler Léna parce qu'elle est exceptionnelle en design, elle a toujours plein d'idées et elle est très créative. Donc, en fait, par contre, peut-être niveau organisation, etc., en fait, c'est pas à elle de s'occuper de ça vu que ce n'est pas là qu'elle excelle, ce n'est pas là qu'elle brille, et puis c'est ma tâche en tant que manager. Donc, tout le reste, toute l'organisation, toute la partie stratégie, toute la partie, on va dire, quotidien, posté, etc., c'est à moi de le gérer, c'est pas à elle. Elle, son expertise et sa valeur ajoutée, voilà, c'est ça le terme, sa valeur ajoutée, c'est vraiment le design. Donc il faut que tout le reste, je le minimise au maximum pour qu'elle puisse s'épanouir au maximum dans ce qu'elle aime vraiment en fait. Et le dernier conseil, c'est de prendre le temps de former la personne régulièrement. Alors que ce soit des formations qu'on lui prend parce que on n'a pas forcément la compétence en interne, ou des formations qu'on fait ensemble. Par exemple, là je pense au fait des réels, elle avait jamais fait de montage. Moi j'en avais déjà fait beaucoup du montage. Et bien du coup on a pris une journée entière pour que je la forme sur le montage en fait. Et c'est ok et c'est normal. Et c'est pas parce qu'elle est freelance d'ailleurs que je peux pas la former. Parce que je sais qu'il y a souvent ce truc, quand t'es freelance tu dois déjà savoir tout faire. Pas tellement, un freelance ça reste un humain. Et là pour le coup, elle avait envie de faire des réels, elle avait vraiment envie de monter en compétence sur le montage vidéo. C'était pas une compétence qu'elle avait, on en a discuté ensemble et en fait je lui ai appris. Et c'est cool. Et ça a très bien fonctionné. Donc encore une fois, c'est de l'humain avant tout, c'est des échanges. Tant que les deux sont ok, tout va bien. Donc aujourd'hui, par exemple, je sais que là, j'ai repéré des trucs dans ces réels qui peuvent être améliorés et que moi, j'ai progressé aussi dans mon montage vidéo sur certains points. Je lui ai proposé que dans quelques semaines, on se refasse une journée où en fait, on va passer une journée ensemble où je vais de nouveau la faire monter en compétences et de nouveau, je vais lui donner des petits conseils, etc. pour améliorer ses réels. Et comme ça, on passera encore à la step supérieure. Ah oui, et quand même le dernier conseil, parce que en fait, c'est le dernier que je viens d'appliquer avec Léna et qui fonctionne bien aussi, je trouve, pour qu'on se fixe des objectifs, parce que là, jusque-là, on s'est fixé des objectifs de moyens, on va dire, c'est-à-dire que on crée un certain nombre de posts chaque semaine. Maintenant, c'est fixe des objectifs de résultats, d'autant plus que ça fonctionne super bien. Donc voilà, pour vous dire, Léna et moi sur Instagram, on est passé de genre 1500 à près de 6000 abonnés là sur Instagram en 3 mois. C'est juste fou. Bon, on poste presque tous les jours, donc il n'y a pas de magie. D'ailleurs, je vais faire c'est peut-être le post LinkedIn que vous avez vu là-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire un post LinkedIn là-dessus parce que je veux déconstruire le fait qu'il n'y a que les réels qui fonctionnent sur Instagram parce que clairement, ce n'est pas mon expérience. Voilà.
Et ça pourrait faire l'objet de tout un podcast si ça vous intéresse. Donc ce qu'on fait maintenant avec Léna, c'est qu'une fois par mois, en fait, moi je remplis un tableau stratégie avec les résultats de tous les posts du mois pour donc je prends les chiffres à J+7 pour information, voilà, ça c'est moi qui me suis fixé ça en me disant voilà à J+7 l'organique a eu le temps de fonctionner et comme ça on analyse ce qui a marché, pas marché et en fait suite à ça ensemble on liste pour chaque type de contenu, donc post, carrousel, réel trend et facecam des objectifs. Donc par exemple, si je vous lis pour les posts du mois d'octobre, les enseignements de septembre, c'était de faire simple, pas trop d'informations et que ça parle à tout le monde. Voilà, les posts, c'est notre contenu aujourd'hui le plus large. Pour les carousels, j'avais noté on continue comme ça, c'est top. On a remarqué qu'il y avait un format qui fonctionnait super bien, donc on l'a décliné. Et pour les réels, j'ai mis moins quali, plus improvisé, essayer un format plus simple, parce qu'en fait j'ai remarqué que les formats facecam ne fonctionnaient pas forcément très bien. On a noté aussi que j'allais lui créer une bibliothèque de b-roll, c'est des vidéos d'illustration, donc par exemple avec, quelqu'un qui tape sur l'ordinateur, quelqu'un qui est au téléphone, etc. Pour qu'elle puisse tout simplement les ajouter en fait sur les réels pour rajouter un peu de rythme. Et enfin, un enseignement de TikTok que je n'ai pas encore respecté, on est le 25 octobre, ça fait 25 jours qu'on a noté cet enseignement, c'est une catastrophe. Faire des réponses en vidéo pour créer de nouveaux TikTok, puisque j'ai eu plein de questions dans les commentaires, et donc en fait, c'est hyper bien sur TikTok, je le sais, de répondre aux commentaires en vidéo, et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Et on s'était dit que c'était le post du samedi, puisque le samedi, c'est le jour où on poste pas, puisque en fait, bon ça... Peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode, mais on a analysé les statistiques de présence de notre communauté sur différents réseaux pour pouvoir justement créer ce planning éditorial hebdomadaire qui est amené à évoluer en fonction des résultats. Et donc le samedi, actuellement, il n'y a pas de post. Voilà. Parce qu'on publie tous les autres jours de la semaine, c'est 6 sur 7. Et parfois, il y a un réel trend en plus parce que Léna a des idées supplémentaires pour moi. Ou parfois, justement, on avait prévu de faire ça et je ne l'ai pas fait. Donc honte à moi, je serai la première de nous deux à ne pas avoir validé l'objectif du mois d'octobre. Il me reste 5 jours pour le faire, on a de l'espoir. Je vais peut-être aller tourner des TikTok moi. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit commentaire. Et donc je voulais en profiter pour remercier le petit message de Bénédicte qui m'a écrit « Merci de t'ouvrir à nous en racontant la face cachée de l'entrepreneuriat. Je me suis reconnue totalement dans tout ce que tu as relaté. Merci pour ce partage et hâte d'écouter le prochain. » Merci à toi Bénédicte, je suis trop contente que mon podcast te plaise. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Là j'ai plein de cafés de prévu avec vous et j'en suis très contente parce que c'était dans mes résolutions de 2022 de réussir à rencontrer 2 personnes par mois et en vrai, enfin c'était pas de résolution de 2022, c'était des résolutions de septembre là. Et en vrai, je crois que j'ai réussi pour l'instant. Donc on est plutôt bien là-dessus. Donc je vais essayer de continuer. En tout cas, je trouve que ça m'aide énormément de parler d'entrepreneuriat, de business avec plein de gens différents. Ça permet d'avoir des perspectives et des points de vue différents. Et je crois que je suis dans un moment où j'ai besoin de brainstormer. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode.